Vraiment surprenant de s'adresser à Pierre Mailloux par les temps qui courent et de lui demander ce qu'il faisait avant qu'on l'appelle et qu'il nous dise qu'il était en train de préparer un de ses nombreux passages en cours. Le fighter des fighters, Pierre Mailloux, ce matin. Salut Pierre. Oui, bonjour Yves. Ça va bien? Ben, écoute, hier matin, je me suis présenté devant la Cour supérieure et j'ai réussi pour une révision judiciaire dans un des dossiers disciplinaires et j'ai réussi à obtenir la permission de présenter une requête pour obtenir un sursis. Bon. Madame la juge Suzanne Lemieux de la Cour supérieure, siégeant à Trois-Rivières, m'a accordé la permission d'adresser une requête pour obtenir un sursis des radiations d'1 an dans le dossier disciplinaire 675. Alors, c'est une petite victoire encore et elle veut, elle a fait des pieds et des mains pour m'obtenir une date rapide qui sera le 31 janvier. Alors, on lâche pas, mon Yves. Je te dis que c'est une guerre de tranchées et c'est au pouce que ça se gagne. D'autant plus surprenante dans les résultantes pour ta guerre de tranchées que tu la travailles seul. Et travailler... j'ai pas le choix, je serais ruiné. Je fais ça à plein temps, je fais juste ça. Et Yves t'a donné un exemple. Oh, je t'ai pas dit ça. Mon mémoire d'appel. J'ai soumis il y a 2 semaines mon mémoire d'appel devant la Cour d'appel du Québec dans le dossier disciplinaire 640. C'est toujours les mégadoses. Les mégadoses antipsychotiques dans les gros cas de schizophrénie. Ouais. Et le mémoire, je suis allé chez Bureau en gros avec mon assistante. Sais-tu combien on a utilisé de feuilles? Bon, je vais être conservateur. 1500. 10 000. Ça n'a pas de sens. 10 exemplaires de 1000 pages. Ça fait vrai comme t'es là. 10 000 feuilles. La plupart, la vaste majorité, recto verso. Est-ce que tu es obligé, ou dans la façon d'opérer, que tu vas inclure dans tes dossiers des choses qui sont déjà prêtes et tu vas les enchasser, tu vas les inclure, ou c'est encore, tu es obligé de tout écrire loi par loi, étape par étape, et tout le module supérieur? Beaucoup plus d'enchasser, comme tu dis. Il y a le mémoire comme tel, qui ne doit pas dépasser 30 pages. Mais tout le reste est un montage de documents, de pièces, de preuves, de jurisprudence. C'est un travail monastique colossal. Est-ce que tu es en train de constater que s'il n'avait pas été pour toi de faire ta médecine et ta spécialisation en psychiatrie, tu aurais très bien pu te diriger vers le droit et à la fois t'amuser et bien réussir aussi? Ah, définitivement. Hier encore, devant la Cour supérieure, je considère que je suis un plaideur redoutable. J'aime ta confiance. Définitivement. Oh oui, j'ai un talent naturel qui vient de mon père. Mon père était un commerçant d'animaux qui a, à un moment donné, construit une encan d'animaux au Lac-Saint-Jean. Okay. Et c'est lui qui était l'encanteur de son... Albanel? Oui. OK. À Albanel? Non. Normandin, t'as raison. Oui, à côté. Un encan d'animaux à Normandin, c'est lui qui était l'encanteur. Et il faisait des encans de ferme. Tu sais, lorsqu'ils vendent des fermes qui liquident, là, il y a un encanteur, un crieur, là. Ouais. Crieur, encanteur. Et il y avait un verbe d'enfer. Il y avait une présence au public là, exceptionnelle. Et j'ai hérité de ça. Je ne savais pas. Jusqu'à temps que je m'implique de plus en plus dans ma cause depuis 1999. Ça va faire bientôt 15 ans. Dans ma cause avec le syndic pour découvrir que, écoute, que ce soit devant les comités de discipline, le tribunal des professions, la Cour supérieure et la Cour d'appel du Québec à 3 reprises, je suis un plaideur redoutable. Lorsque je suis bien préparé là, dans mon dossier, boy! N'eût été de ça, j'aurais capitulé, j'aurais été obligé de baisser la tête, courber les chines, obéir aveuglément, etc. On m'aurait réduit, là, soit ruiné, ou réduit à néant. Le fait que tu aies présentement une permission de demander un sursis,
t'amènes où un peu là, dans dans les étapes? Concrètement, exactement. Concrètement, alors ça se pourrait que pendant toute la suite des procédures qui va durer encore quelques années, puis je vais en dire un mot tantôt, pour ce qui est concrètement, ça veut dire que le 31 janvier, ça se pourrait qu'un juge de la Cour supérieure à Trois-Rivières m'autorise à retourner pratiquer auprès des adultes et des vieillards. Concrètement, c'est ça que ça voudrait dire. J'ai une chance. Sinon, ça ira au 1er mai. Parce que la sanction dans le dossier disciplinaire 175 va être purgée au complet. Ça va faire un acte chevalier. Et alors que, et c'est là que ça devient embarrassant, alors que l'été dernier, j'ai obtenu de la Cour d'appel du Québec un sursis d'irradiation de 2 ans. Dans le dossier 640. Alors, je suis bloqué dans une cause plus importante, j'obtiens un sursis et je peux retourner pratiquer, mais il y en a une autre sanction moindre qui bloque celle-là. En tout cas, c'est fou. C'est une histoire. Mais ça s'arrête pas là, Yves. Et je viens d'avoir une date, le 5 mars. Je vais aller comparaître devant le tribunal des professions à Montréal en appel des sanctions de 5 ans concernant ma présence à Tout le monde en parle et une capsule de 14 secondes au Bougon, où on m'a reconnu coupable d'avoir simulé une fellation sur mon oncle. 5 ans sur chacun des chefs. Et aussi, j'avais été salace dans une expertise contre un psychologue de Québec, et ça m'a valu 5 ans de radiation, ça aussi. Alors, je considère que j'avais fait mon travail. Alors, c'est une expertise que j'ai critiquée vertement. Et on m'a reconnu coupable de 5 ans, ça se fait pas. Il faut pas faire de la peine à quelqu'un d'autre qui fait une expertise avec qui on n'est pas d'accord. Bon. Fait que c'est le Québec. C'est le Québec. Alors, le 5 mars, je suis en appel devant le tribunal des professions. Évidemment, je ne serai pas de bonne humeur, Yves. Je ne serai pas de bonne humeur parce que là, ça n'a plus de fin. Et on va être rendu à bientôt 15 ans, puis ça va prendre encore une couple d'années, puis là, je commence à être légèrement courroucé. Écoute, Pierre, le domaine, tout dépendant de pourquoi on y arrive et comment on y met le pied, mais dans ce monde qui est celui de la poursuite et, appelons-le simplement et clairement, le monde judiciaire, c'est quelque chose de très vaseux. Il faut avoir de bonnes grippes et ça finit plus. J'ai eu l'occasion de le vivre en 2004-2005 dans ces eaux-là avec l'histoire Chiasson, où je peux te dire... Oui. Où je peux te dire que d'avoir été présent et d'avoir entendu ce qui se disait autour de moi, il y avait véritablement une marge entre la réalité et les faits racontés. Et pourtant, j'étais dans une cause où on établissait des faits. Quand tu es devant le droit, c'est toujours des faits. Là. C'est 01.02, on dit que, 01.03, on dit que, et tu peux plus rien faire, tu peux pas reculer. Je te trouve fort, mais il y a une galvaude là-dedans et un charriage qui est ridicule. Eh bien, ça peut déraper. Ça peut déraper. C'est pas évident. Oh, et c'est devant les tribunaux, alors chacun arrive avec sa vérité, entre guillemets. Oui. C'est-à-dire que, écoute, c'est incroyable comment le cerveau humain peut distorsionner la réalité qui a été vécue. Oui, parce qu'il le veut. Alors, c'est toute l'influence de l'inconscient. Oui. Alors, tu peux vivre une séquence de 10 minutes et ton inconscient peut le distorsionner à ton insu et te faire te rappeler de choses qui sont pas tout à fait exactes. Alors, et ça transparaît. Je pense que la plus belle place pour constater l'existence de l'inconscient, c'est devant les tribunaux. Et aussi... Et principalement lorsqu'on entend des citoyens témoigner, mais aussi des policiers. C'est incroyable les histoires que peuvent fabriquer les policiers. À un moment donné, je me rappelle, il y a un policier qui avait arrêté quelqu'un sur les lieux d'un accident au Cap-de-Madeleine. Et puis, il dit en cours, il dit, il n'y avait pas de sang, il y avait à peine une petite graine de sang sur le front. Et moi, j'avais évalué ce patient-là
entre autres, et j'avais regardé la longueur de sa cicatrice sur le cuir chevelu. Il avait cassé son miroir, puis la pine du miroir, il avait lacéré le cuir chevelu. OK? Sur 4 pouces de long. Ça, c'est 10 cm de lacération sur la tête. Ouais, c'est bon. Et lui m'avait dit, parce qu'il avait quitté les lieux de l'accident, il était assommé, comprends-tu? Puis il dit, arrivé chez nous, il dit, le lendemain, je constate que mon gilet, mes culottes étaient toutes beurrées de sang. Écoute, le policier qui est allé l'arrêter, il dit, ouais, mais il y avait que une graine de sang, une lacération de 4 pouces du cuir chevelu. Yves, ça saigne. Comprends-tu? Et c'est là que ça m'avait frappé, mais j'ai dit, s'ils s'en rappellent pas, qu'ils disent, je m'en rappelle pas, mais qu'ils nous disent pas qu'une lacération de 4 pouces, une coupure de 4 pouces sur la tête, va donner quelques petites gouttes de sang sur le front. Maudit! Là non plus, on n'est pas à l'abri de fausses déclarations. Il y a un de tes confrères qui stipulait avoir écouté quelque chose qui n'était pas encore diffusé. Ben oui, c'est un de mes confrères. Ben oui, Louis Morissette. Il est allé raconter une histoire. Qu'est-ce que c'est ça? Ça. Ben oui, mais puis là, il s'en va dire après. J'ai menti. Mais oui, mais s'il ne s'en rappelait pas, ou s'il s'est trompé, tu dis, je me suis trompé. Au lieu de reconnaître qu'il aurait pu faire une erreur dans les faits, il s'en va dire qu'il a menti. Mais mentir, Yves, c'est dire sciemment le contraire de ce qu'on sait être vrai. Ah oui. Mentir, c'est dire en toute connaissance de cause, là, en pleine possession de sa volonté, c'est dire sciemment le contraire de ce qu'on sait être vrai. Et c'est fréquent. Bon, le mensonge, Yves, c'est pas pour rien que je te dis ça, là. Parce que ça, là, c'est un gros morceau de l'inconscient. Ah oui. Puis, alors, il y a beaucoup de personnes. T'as tout le temps porté un soude canadien avec la... Ça, là. Parce que ça, là, c'est un gros morceau de l'inconscient. Ah oui. Puis, alors, il y a beaucoup de personnes qui vont, d'abord et avant tout, se mentir à eux-mêmes, inconsciemment. C'est pas à l'autre qu'ils mentent, c'est à eux-mêmes d'abord, et à leur insu. D'où l'importance du mot sciemment. Sciemment, ça veut dire je sais que je mens. Ben oui. Je mens, je le fais, puis je le sais que je le fais. Oui. Sharpness, volontaire. Mon chum Louis Morissette, ben oui. Je ne crois pas qu'il ait menti sciemment, ça n'a aucun sens. Mais il se pourrait qu'une petite bulle d'inconscient lui ait traversé le cerveau. Pourquoi? Ben là, ça faudrait faire une analyse avec lui, mais écoute, voyons, devant la cour, puis il s'en va reconnaître, ben oui, j'ai menti. Oui. Voyons, ça chanterait bien qu'il serait accusé de parjure. Ben oui. Ben oui. Ça fait pas de... Oh, il est pas fou, là. Oui. Pierre, pourquoi je parle avec toi tout le temps? Parce que j'aime tes analyses et je suis pas le seul. À chaque fois où tu passes, j'ai des répercussions. Parfois, je t'en envoie. Je sais que tu te bases pas beaucoup là-dessus. T'en as rien à cirer vraiment, là. Mais à chaque fois que tu fais ton passage à Radio Yves, j'ai énormément de réactions. Et énormément est un adjectif qualificatif qui est pas exagéré. Énormément veut dire beaucoup. Alors, Pierre, dernièrement, est passé ici, dans l'actualité, la tournée du juge Sheehan, qui a fait cette tournée-là il y a plusieurs années, et c'était le 10e anniversaire. Le juge Sheehan est un monsieur dûment intelligent, avec une carrière sous le plan, justement, on vient d'en parler, du monde juridique, mais disons sur le plan social, une carrière appliquée et remarquée. Un homme brillant. On doit donner à César ce qui est à César. Et pourtant, dans cette tournée-là, il fait acte d'humilité en disant... J'ai eu un fils, je n'ai pas su voir les signes qui laissaient transparaître, et qui aurait dû me laisser transparaître, que j'aurais dû lire, qu'il avait un projet de s'enlever la vie,
qu'il était tellement fort en lui qu'il a mené à bien. Il s'est enlevé la vie. Ce que le juge Chionne dit dans sa tournée, c'est « Soyez plus à l'écoute. » Et comment se fait-il que moi, j'ai refusé de voir ça? Et je rajoute, pour terminer mon introduction, que son fils en question, lui, il s'est basé sur le fait qu'il était psychologue, il avait étudié en psychologie, il avait un baccalauréat en psychologie, et que autre signe qu'il aurait dû retenir son attention, entre autres, était qu'il avait cessé la médication qu'on lui avait prescrite pour sortir de sa dépression. Le juge Chionne dit « Moi, j'ai manqué à tous ces signes et j'ai perdu mon fils. » Oui, disons que c'est pas facile de commenter là-dessus. Parce qu'il y a toujours une première possibilité dans un cas comme ça, c'est que son fils a développé une schizophrénie et non pas une dépression. Ah. Alors, il y a toujours l'erreur diagnostique de la psychiatrie. Je te dis ceci, Yves, et j'insiste. Au Québec, il y a énormément d'erreurs diagnostiques quant à la schizophrénie. La schizophrénie est insuffisamment diagnostiquée au Québec. Il y a beaucoup de psychiatres qui confondent psychose maniaco-dépressive ou le trouble affectif majeur avec la schizophrénie. La schizophrénie n'est pas bien enseignée à aux futurs psychiatres au Québec. Dixit Mayou, calvaire à matin. Alors, l'Université Laval, l'Université de Montréal, l'Université de Sherbrooke n'enseignent pas bien la schizophrénie, une maladie psychiatrique épouvantable, aux futurs psychiatres. McGill le fait de façon irréprochable. Quelle est la distinction à faire entre un bon enseignement et un bon aiguillage sur ce qu'est la schizophrénie et un mauvais aiguillage? D'abord, détecter la symptomatologie. Deuxièmement, le traitement. Les universités Laval, Sherbrooke et Montréal se sont améliorées notablement par rapport à 1970 quant au traitement de la schizophrénie. C'était épeurant, les traitements insuffisants de cette maladie-là dans ces trois universités-là en 1970. Il y a eu un rattrapage par rapport à McGill, par rapport à l'Amérique du Nord, il y a eu un rattrapage important. Maintenant, c'est au niveau du diagnostic. C'est que j'ai constaté dans ma pratique que je recevais beaucoup de cas d'un peu partout dans la province qui avaient été diagnostiqués maniaco-dépressifs, alors qu'ils ne l'étaient pas, mais pas du tout. C'était des cas clairs de schizophrénie. Okay. Et si tu, comme psychiatre, fais une erreur de diagnostic, le traitement ne sera pas bon. Et je continue, Yves. Si tu penses que tu as devant toi quelqu'un qui fait une dépression, alors qu'il fait un début de schizophrénie et que tu lui donnes des antidépresseurs, tu vas augmenter la symptomatologie, les symptômes de schizophrénie. Et tu peux le plonger dans une maudite crise suicidaire incroyable. Tellement ces symptômes vont être sévères. Et que ces symptômes-là vont être invivables, les symptômes étant principalement des délires. Délires de tout ça, c'est-à-dire toutes sortes de croyances qui n'ont pas de maudit bon sens, et principalement entendre des voix, à l'occasion avoir des visions aussi. D'accord? Alors ça, c'est la première chose que le juge Chionne ne sait pas. Et puis, il est juge, il n'est pas psychiatre. Moi, je dois te dire ça. Alors, quand son fils a arrêté de prendre ses antidépresseurs, ça se pourrait très bien que son fils avait raison, parce qu'il y avait une erreur de diagnostic, et quand il prenait ces maudits antidépresseurs-là, ses symptômes augmentaient. Les symptômes de psychose, de schizophrénie augmentaient. Donc, il se sentait pire. Alors ça, c'est une première hypothèse qui est vraiment à considérer. C'est une hypothèse. Par contre, tu la présentes comme une hypothèse, mais elle est à considérer. Oui, oui, définitivement. C'est le premier scénario à considérer. L'autre scénario maintenant. On oublie, la première hypothèse n'existe pas. Son fils souffre d'une dépression, puis écoute, il y a un savant psychiatre qui veut régler ça avec des pilules. Alors là, de plus en plus, dans les cas de dépression, on réalise que les antidépresseurs qui sont prescrits à outrance au Québec, dans la plupart des cas, n'ont aucun effet, autre que l'effet placebo. Bon. Alors là, si tel est le cas, si
c'est une dépression, si son fils était déprimé parce qu'il était malheureux, et que le juge, son père, s'en est pas rendu compte, c'est interpellant. Il s'en est pas rendu compte. Pourquoi, d'après toi? Pourquoi il s'en est pas rendu compte? Est-ce qu'il est possible, Yves, qu'il ne voulait pas voir la cause de l'état malheureux de son garçon? J'ai pensé. Et si la cause, écoute bien le raisonnement, il se pourrait que monsieur le juge brillant, qui était très occupé dans sa carrière, ne se soit pas tenu proche de son garçon qui n'avait pas une bonne relation avec sa mère. Tu me vois venir. Alors là, il est possible que monsieur le juge ne voulait pas voir l'état malheureux de son fils parce que une des principales causes de l'état malheureux d'un grand garçon, c'est souvent une mauvaise relation avec une mère qui valait pas cher la livre. Je sais la deuxième cause, c'est un père qui s'en occupait pas de son fils à partir de 8-9 ans. Mais les 8-9 premières années, c'est pas papa qui donne le sein calvaire. Les tapettes du Québec, là, les tapets, on va les appeler les tapets. Ces maudits efféminés qui prétendent qu'ils sont aussi bons pour materner un bébé que la mère, OK, qu'une bonne mère. Les tapets, là, les 8-9 premières années, c'est principalement la mère qui est importante. Non, c'est principalement une femme maternelle. C'est principalement une femme maternelle qui est importante pour le développement du petit bébé. Tu reviens... Ça peut être la génitrice, ça peut être le trou d'où il est sorti. Oui, tu reviens souvent avec le principe d'un équilibre accru chez un individu de par ses racines, entre autres le fait d'avoir été materné. Donc, la transmission... Oui, continue, vas-y. Oui. La transmission de la mère, de ce qu'elle est, de ce qu'elle irradie, ce qu'elle émane, est capitale sur l'ensemble de l'équilibre de ce qui va se passer dans la vie d'un individu. Définitivement. Ça, c'est vrai pour tous les petits êtres humains, particulièrement les petits brillants et sensibles. Alors, on va être plus précis. Oui. Ce qui doit aimer de la femme maternelle, c'est de l'affection, de l'attention, et de l'intérêt pour le développement du tout petit, au fur et à mesure qu'il se développe. Parce que ça se développe assez vite, un petit bébé. De l'affection, des bisous, des câlins, être attentive. Quand il tire sa jupe, là, ou sur la paire de culottes, la bonne femme, là, de temps en temps, il faut qu'elle le regarde. Et qu'elle s'intéresse à son développement. C'est-à-dire qu'elle y achète des petits casse-têtes, puis des petites choses auxquelles, tu comprends, des gugus comme ça. C'est pas une grosse affaire, mais c'est important. Le troisième est un peu plus complexe, parce que les petits-enfants brillants et sensibles, ils sont exigeants souvent, ils sont d'ouvrage pour la femme maternelle qui s'en occupe. Oui. J'ai bien dit la femme maternelle. J'ai pas dit les femmes maternelles. Ça en prend une qui colle auprès du tout petit. Et c'est pas, je répète, c'est pas nécessaire que ce soit celle qui avait le trou d'où il est sorti. C'est pas important, ça. Alors, celles qui pensent que parce qu'ils ont donné naissance à un enfant sont importantes pour l'enfant, détrompez-vous, le petit bébé, il y en a que ciré du trou d'où il est sorti. Ce qu'il veut, c'est une femme qui est affectueuse, OK? Qui est attentive, qui s'intéresse à son petit développement. Ça, c'est sur plusieurs années. Pour les petits gars, graduellement, le père, là, sa présence va devenir de plus en plus importante. Tu comprends? Alors, monsieur le juge, dans son analyse, si jamais il réalise que la femme avec qui il a fait cet enfant-là n'a pas joué son rôle comme il faut quand son fils était jeune, et l'absence d'un lien maternel nutritif l'est rendu profondément malheureux pour la vie. S'il fallait qu'il réalise ça, il ne sera pas content. Il sera pas content, monsieur le juge, après la génitrice, puis il ne sera pas content de cette personne-là, puis il ne sera pas content de son choix. Ah, c'est lui qui va devenir malheureux parce qu'il va devoir se demander comment ça se fait que je me suis mis avec cette tarte-là. C'est tel est le cas, là, tu comprends? Très bien. On sort mais dans la plupart des cas, l'homme va être, s'il plonge dans cette analyse-là,
arrivé au point de dire, comment ça se fait que j'ai choisi cette tarte-là? C'est une tarte qui a rendu mon fils malheureux et qui l'a poussé au désespoir. Ah, ça pourrait être ce scénario-là. Je dis pas que ça l'est. On examine différents scénarios. Alors, je t'écoute après cette envolée, mon Yves. Simplement dire, je te lis un peu ce que le texte dit. Il dit, retour en arrière de l'automne 94, Michael Sheehan a eu toute surprise lorsque sa femme lui apprend que leur fils, alors âgé de 25 ans, souffre d'une dépression sévère. Je n'en revenais pas, j'ai nié, je ne croyais pas, se souvient M. Sheehan. Quelques mois plus tard, Philippe songe à mettre fin à ses jours et est hospitalisé. Je suis allé le voir tous les jours. Mais j'ai jamais posé de questions au médecin quant à mon fils est sorti de l'hôpital. J'ai pensé qu'on l'avait guéri comme avec une baguette magique. Sous médication, Philippe entreprend une thérapie. À la fin de l'été, lors de l'anniversaire de son père, il annonce à ce dernier qu'il a cessé de prendre ses médicaments. Je ne connaissais rien à ça. Mon fils avait une maîtrise en psychologie. Je pensais qu'il savait ce qu'il faisait. Je ne lui ai pas demandé si son médecin l'autorisait à faire ça. Je l'ai félicité et j'ai dit plus tard à mon épouse qu'on était enfin sortis du bois avec cette histoire. 2 mois plus tard, Philippe s'enlevait la vie. Je n'ai jamais compris ce qui tourmentait mon fils, lance M. Sheehan. Je me suis beaucoup interrogé là-dessus. Il n'y a pas de bonne réponse à ça. Je ne suis pas un spécialiste, juste un père poqué. C'était le geste de désespoir de quelqu'un qui voyait tout en noir. Je t'arrête. Oui? T'as dit quelque chose, t'as dit une prémisse qui est fausse, là. Oui. C'est pas vrai, là. T'as dit, le juge a écrit, il n'y a pas de réponse à ça. Et c'est ce qu'il dit. Je suis pas d'accord du tout, là. Ouais. C'est qu'il y a une réponse au désespoir de son fils, mais ça prend un sacré bon psychiatre pour la trouver. Voilà. D'abord, s'assurer que ce n'est pas un cas de schizophrénie. S'assurer que ce n'est pas un trouble maniaco-dépressif, mais à cet âge-là, les troubles maniaco-dépressifs sont rares. S'assurer de l'origine, de la source de la souffrance de ce type-là. Pierre, t'as touché un point tantôt, puis je t'arrête. Ah, c'est pas vrai. Écoute, j'achète ce point-là, le Yves, là. Mais Pierre, je veux te rajouter un point. Tu as parlé tout à l'heure de la relation avec la mère. Et regarde ce qu'il y a un peu plus haut dans le texte. C'est surtout ça que je voulais te partager, puis j'ai omis de le faire parce que mes yeux sont placés ailleurs dans la disposition du texte. Je vais toujours me rappeler. C'était le 27 novembre 95. On fêtait à la maison, écoute ça Pierre, l'anniversaire de mon épouse. À la fin de la soirée, mon fils Philippe nous a remerciés pour la belle soirée. Je lui ai dit qu'il n'avait pas à le faire, que je pensais une belle soirée également parce qu'il était là. Donc, je lui ai dit que je l'aimais. Il m'a dit que lui aussi m'aimait. On s'est fait un câlin. Il est parti avec le sourire aux lèvres et il est mort le lendemain. Le lendemain où on avait célébré la veille la fête de son épouse, de sa mère. Écoute, il y a une investigation en profondeur. Ouais. Il y a une investigation en profondeur dans le psychisme qui aurait pu être faite et qui n'a pas été faite. Ouais. Là, écoute, tu mentionnes quelque chose qui est troublant. Oui. Ouais. Le lien avec la mère. C'est évident que le lien... Écoute, le lien d'amour entre le père et son fils n'existe pas. Ce ne sont que des mots. Si ce lien-là avait existé, ce serait jamais enlevé la vie. Voyons, ce sont les liens qui nous tiennent à la vie. Absolument. Alors, il y a quelque chose qui était faux là. Mais en quel honneur c'est faux? Ils se donnent des câlins, puis ils se font des déclarations d'amour. Puis le lendemain, ils s'enlèvent la vie. Tu vois bien que ça n'a pas de maudit bon sens. Il y a quelque chose qui est faux. Garde pas, Yves. Le mensonge à soi. Oui, le mensonge à soi. Les deux se sont mentis à eux-mêmes. Ouais. Ou au moins un des deux. Ouais. Le fils s'est fait à croire qu'il aimait son père alors qu'il l'aimait pas. Je ne sais pas quoi. Tu sais, l'histoire de la belle soirée, de la fête anniversaire de madame, non, il s'enlève la vie le lendemain. Alors, cet homme-là, ce jeune homme-là, qui n'avait que 25 ans, s'est conté une histoire fausse. Ouais. Et d'où là, l'importance d'un bon diagnostic afin de savoir la différence, parce que les traitements seront différents, entre une dépression
sévère, ce qu'on lui avait diagnostiqué, et d'ailleurs, il avait été médicamenté, et une schizophrénie. Oui, et une dépression qui résulte d'un état malheureux, d'une incapacité d'adaptation chronique. Oui. Alors oui, une dépression sévère biologique, ça peut exister. C'est très rare à cet âge-là. Ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est la schizophrénie. Et ce qui est encore plus fréquent, c'est énormément de jeunes adultes profondément malheureux. Pierre, si on se laissait aller à la qualité de tes propos et au plaisir que tu nous proposes à s'entretenir avec toi, on irait mener ça jusqu'à 5 heures ce soir. Donc, faut s'arrêter, malheureusement, mais on se promet de se parler en janvier et peut-être avec une régularité qui va satisfaire les attentes de nos auditeurs. Ça se pourrait très bien. Je suis très ouvert à l'idée, Yves. Merci infiniment de ce temps accordé, Pierre. Je te laisse aller à tes chevaux, à tes chiens, mais aussi à tes dossiers de cours très nombreux, denses et parfois lourds. Oui, et je fais encore de l'analyse aujourd'hui. J'ai quelques heures de psychanalyse à faire, oui. De psychanalyse, oui. Puis t'en fais beaucoup en plus. J'ai vu tes dossiers. Je suis allé chez toi, là. Pierre, t'as une clientèle. Je sais pas comment tu fais, là. Je sais pas comment tu compartimentes ton esprit, là, mais se présenter en cours, sans avocat et le faire soi-même, s'occuper de la paperasse et de la maison et tout, puis en plus, la clinique. T'es capoté, Pierre. Demain, je dois aller témoigner. Ah oui, juste un petit détail. Demain, je dois aller témoigner au Palais de justice de Québec concernant un individu que j'ai évalué qui a été battu sauvagement et quasi battu à mort avec fortes séquelles au cerveau, des séquelles de commotion cérébrale au cerveau. Je dois aller témoigner au Palais de justice de Québec demain concernant cet individu-là que j'avais évalué pendant que j'étais en pratique active. OK. Alors, malgré que je sois radié, on m'invite à témoigner. C'est vraiment spécial. C'est spécial. Vous êtes une espèce de fou dangereux, délinquant de la profession. Mais par contre, quand on a besoin de moi devant les tribunaux, ben là, Mayou fait les bonnes expertises. Mais le plus fou, Pierre, c'est pas ça. Là. Le plus fou, c'est que t'es radié alors qu'il n'y a aucune plainte. Puis s'il y en a une, il a fallu qu'on aille la trouver, puis on a creusé longtemps, et même qu'elle est discutable. Mais c'est surtout qu'il n'y a aucune plainte venant de tes patients. Non. La seule plainte qu'ils ont trouvée, c'est un ex-patient, que ça faisait 2 ans et demi que je n'avais pas vu, qui avait changé de région. Et il s'est plaint que je m'étais trompé de diagnostic puis je n'avais pas donné le bon traitement, mais sans aucun préjudice. Alors, bon, mais puis et ce qui arrive, c'est que ce qui est pas fin, c'est que le syndic n'a pas fait témoigner son psychiatre, ni faire expertiser. Alors, il est venu témoigner, puis j'en ai eu pitié, je ne l'ai pas contre-interrogé. Et le tribunal des professeurs, je voulais pas le démolir puis le pousser vers une tentative de suicide. Oui, je comprends très bien. Alors, le tribunal des professions a dit, on comprend pas que Mayou se soit privé de son droit au contre-interrogatoire. T'as protégé quelqu'un, Pierre. La dignité est importante dans la vie. Salut, Pierre. Bonne journée à toi. Puis en janvier, on se reparle avec autant de plaisir. Oui. Salut. Plaisir. Une pause. Et au retour, je parle à quelqu'un qui